Ok, donc bonsoir à tout le monde et nous allons commencer. Alors donc ce soir, ce que nous allons voir n'est pas un cours à proprement parler. Ce n'est pas un cours, il ne fait pas partie des cours du programme, bien sûr qu'il se trouve dans le programme, mais c'est pas un cours réel en matière de santé et sécurité, non. Mais on s'est dit, ben, écoutez, si nous donnons les compétences aux étudiants, et il serait judicieux qu'ils puissent aussi compléter avec un bon CV lorsqu'ils veulent postuler à des emplois. Parce que rien ne sert, tout de suite on va voir ça ensemble, rien ne sert d'avoir des très grandes connaissances et puis et avec des gros diplômes, des gros titres, si on n'a pas les aptitudes nécessaires pour rédiger un bon CV. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le CV qui est le premier contact entre vous, si vous voulez, entre le postulant et le recruteur, qui est l'employeur. C'est le CV qui est le premier contact. Alors, ce contact-là doit être une réussite si nous voulons continuer, si nous voulons qu'il nous appelle et pour avoir beaucoup plus d'informations sur nous à travers un entretien. Alors, donc, je le répète toujours, le CV, il faudrait considérer le CV euh, comme étant très important dans la recherche de votre emploi, de votre futur emploi. Et lorsque vous ratez le CV, même si vous avez des diplômes ou des, des certificats de qualité, vous n'aurez pas d'entrevue avec le recruteur. Et par conséquent, vous n'avez aucune chance euh, de pouvoir exceller dans l'offre de recrutement. Alors, donc, nous sommes 16 actuellement, ce qui est bon. Alors, donc pour susciter l'intérêt d'un recruteur et de pouvoir décrocher une entrevue, notre CV doit pouvoir mettre en exergue nos compétences de manière claire, concise et stratégique. Et je le répète encore, si nous rédigeons notre CV avec négligence, ça ne va pas pardonner, ça ne pardonne pas. Et vous allez voir à un certain moment que, mais, écoutez, j'ai un très bon profil, j'ai déposé mes dossiers et on ne m'a même pas contacté pour un entretien. Alors que l'autre, par exemple, qui n'a pas de compétences, on l'a appelé pour un entretien. Oui. Donc, c'est le CV, je le répète encore, qui est le premier contact, la première interaction entre vous et le recruteur. Donc, c'est une occasion en or qu'on vous donne de pouvoir influencer le recruteur, de pouvoir le manipuler mentalement afin que il s'intéresse directement à vous, qu'il ait la curiosité de chercher à savoir quelle est cette personne qui a tout ce talent et que je recherche. Alors, avant d'aller un peu plus loin sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, lorsque vous rédigez votre CV, mettez-vous toujours en tête une chose. Le recruteur a mis en place, il a rédigé ou il a spécifié des qualités dont il a besoin. Je vais prendre des exemples, comme ça va permettre de mieux comprendre. Supposons que c'est dans un chantier de BTP. On dit on a besoin d'un HSE, mais qui a les compétences suivantes. Savoir faire le toolbox meeting, ça veut dire la minute de sécurité, savoir faire l'inspection des lieux du travail, savoir faire les analyses des risques, savoir coacher ou assister les travailleurs lors du travail en hauteur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, le recruteur là, ce sont ces qualités-là qu'il recherche et non pas autre chose.
Je vais prendre encore un autre exemple concernant vous-même. Imaginons que vous êtes dans votre maison, vous vous, 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 vous vous rendez compte que votre robinet ne se ferme pas bien et vous avez besoin d'un plombier. Vous lancez un avis de recherche d'un plombier et vous dites, bon, j'ai besoin d'un plombier qui sait réparer l'étanchéité des robinets et, et faire peut-être l'entretien ou faire le nettoyage. Ça, c'est ce que vous voulez. Maintenant, si des gens se présentent, l'autre dit, bon, moi, je suis un plombier, je suis dedans et je sais faire la plomberie, l'étanchéité et tout ça. L'autre vient et dit, bon, moi, je suis plombier, mais je sais faire la peinture, je peux faire remplacer votre carrelage, je peux même réparer les fenêtres. Est-ce que ça vous intéresse? C'est pas ce qui vous intéresse. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'être humain, lorsqu'il a des qualifications, ça lui donne une souffrance de ne pas pouvoir dévoiler toutes ces qualifications-là, même lorsqu'on ne lui demande pas, tout en pensant que c'est un plus, alors qu'en réalité, c'est un moins. Une, euh, c'est une entrave et vous allez réduire vos chances si vous ne pointez pas directement sur ce que le recruteur recherche. Donc, si le recruteur dit qu'il a besoin d'une personne qui sait cocher les personnes, les employés à effectuer un travail en hauteur, et il s'est arrêté là, donc tout votre CV doit graviter autour de cette qualification-là. Si vous partez dire que vous savez faire le simdut, vous connaissez le forage dynamitage, vous connaissez le travail en espace clos, ça ne l'intéresse pas, c'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est une personne qui sait cocher les employés pour effectuer un travail à hauteur. Point final. Et là, vous allez mettre tous vos efforts dans votre CV pour démontrer que vous avez ces capacités-là. Même si vous ne les avez pas totalement, au moins il faut faire ressortir le fait que vous avez les aptitudes pour accompagner une équipe d'employés pour effectuer un travail en hauteur. Alors, donc dans l'exemple que je prends par exemple, si quelqu'un vient et dit oui, je sais cocher les gens pour effectuer le travail à hauteur, mais je sais également faire la plantation des arbres pour faire de la verdure. Je sais également travailler sur les matières, je sais pas moi, les produits chimiques et tout ça. Ce n'est pas ce que l'employeur recherche. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus parce que moi, je reçois beaucoup de CV. Je participe beaucoup à des entretiens d'embauche et souvent, quand vous voyez le CV de quelqu'un et vous vous demandez souvent, il est de quel corps? Est-ce qu'il est HSE? Est-ce qu'il est électricien? Ou bien est-ce qu'il est géologue? Vous doutez vraiment. Et une personne, même si tu es qualifié dans le domaine de santé-sécurité et tu peux développer tes capacités de mécanicien, par exemple, encore tu peux développer tes capacités d'énergie solaire et tu peux développer tes capacités du froid, ça veut dire la réparation des climatiseurs et des réfrigérateurs. En ce moment, l'employeur va dire, mais voici quelqu'un qui est dispersé. Il est dispersé, on ne sait même pas où ce qu'il fait concrètement. Ça veut dire, c'est comme si vous connaissez un peu de chaque, mais vous n'êtes pas pointu effectivement dans le domaine, dans les critères qu'il a fixés et qu'il recherche. Alors, donc, ce point-là est vraiment très important. Il faut décrire vos réalisations professionnelles de manière éloquente et révélatrice. C'est l'objectif là de de ce premier contact là, de cette première prise de contact avec l'employeur là, c'est de lui montrer votre potentiel, c'est de montrer que vous connaissez, j'ai des atouts, j'ai les aptitudes pour faire le travail que tu recherches.
Alors, donc, maintenant, j'ai essayé de lister certaines choses qui sont très importantes dans le CV, mais ce n'est pas l'ensemble. D'abord, avant de poursuivre, je vais dire que je ne suis pas un spécialiste vraiment de la rédaction des CV. Je ne suis pas un spécialiste, je n'ai jamais reçu de formation claire là-dessus, mais c'est à force de participer, de lire les CV des gens, de faire les sélections, les présélections et autres. Donc, à un certain moment, j'ai une idée vraiment de ce qu'il faut faire et surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, donc d'abord, il faut être clair et concis. Concis, c'est quoi? C'est court, il faut être court. Et les employés passent en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Ils n'ont pas le temps. Si aujourd'hui, dans la mine dans laquelle je suis, à Andevor, si on dit qu'on a besoin d'un HSE et d'un HSE, un agent HSE, très facilement, on va se retrouver avec peut-être 150 ou 200 CV. Orang mo na lambrat. Orang Alors, mo na lambrat ang guru. Serba sabay bil prao. Cheikh Badine, je ferme votre micro, c'est bon. Alors, donc, les gens n'auront pas le temps de s'asseoir, lire chaque CV de bout en bout. Les, quand vous déposez votre CV, vous vous dites certainement que bon, quand il va lire, il va lire. On ne va pas tout lire, on survole, on regarde les titres, on regarde quelques mots seulement. En quelques 30 secondes, on fait une première sélection. Ah, en 30 secondes, c'est bon, ça, on va le poser ici. On regarde comment vous l'avez présenté. Ah, on a commencé à lire, on a vu quelques fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, on le déclasse. Voilà, on regarde votre photo, la photo est bizarre, fantaisiste, on déclasse directement. Et donc, ça veut dire que il faut essayer d'être concis. Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour le poste. Il doit être clair et bien structuré. Les titres, il faut les mettre en gras et soulignés. S'il y a des différents points, il faut mettre soit des tirets ou bien des points pour... dans tous les cas, je vais vous montrer un exemple de CV générique que je vais vous donner d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il faut relire plusieurs fois votre CV. Les gens écrivent leur CV et quand tu commences à lire, tu vois qu'il a sauté un mot, il a oublié de mettre ceci, il a commencé la phrase par une lettre minuscule et il a oublié les fautes d'orthographe telles que des S par-ci, des... Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable. Et quand c'est comme ça, bien sûr que ça peut peut-être passer. Mais l'employé se dit, mais écoute, celui-là, il n'est pas très bon en français. Comment est-ce qu'il va pouvoir rédiger les rapports? S'il y a des rapports à rédiger, comment est-ce qu'il pourra les faire? Donc, il faut vous assurer que le CV est exempt des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire. Et c'est la raison pour laquelle vous devez demander souvent à quelqu'un d'autre de relire. De nos jours, les ordinateurs, si vous prenez n'importe quel ordinateur sur lequel est installé Office 2019 ou 2020 ou 2021, il fait très bien les corrections d'orthographe et de grammaire. Généralement, même les phrases tordues, ça vous dit, ça vous donne des propositions pour dire non, dites plutôt ceci plutôt que cela. Et ça va corriger toutes les fautes. Alors, d'autres aussi s'asseyent, ils essaient de rédiger leur CV avec leur téléphone portable. Oui, ça peut passer, mais c'est très rare que ça passe. Il faut trouver un ordinateur bien structuré et puis soumettre. Voilà, parce que souvent, une simple erreur d'orthographe dans un CV risque de faire mauvaise impression auprès d'un employeur et pourrait même vous coûter un emploi. Une seule faute d'orthographe. C'est la raison pour laquelle il faut toujours soigner
Et la grammaire, faut toujours relire plusieurs fois pour vous assurer que les fautes d'orthographe là, vous les avez corrigées. Alors, concernant la concision, il faut pas que ça soit très long. Il faut limiter votre CV à 5 pages. Bien sûr que souvent, on peut vous orienter. Et moi, je sais que j'ai déjà fait un CV qui faisait dans l'ordre de 40 pages, mais c'est que on nous oriente. On dit, bon, dans votre CV, faites sortir vos aptitudes à ça. Donc là, vous allez faire ça. Ensuite, il y a beaucoup de tirets. Faites sortir vos aptitudes à dispenser des formations. Faites sortir vos aptitudes euh, des qualifications dans les formations internationales. Faites sortir vos aptitudes. Voilà. Donc là, on vous guide, on vous guide, on vous demande de faire ressortir ça dans vos CV. En ce moment, ça peut être beaucoup plus long. Au cas contraire, il faut le limiter vraiment, vraiment, vraiment à 3 pages, 2 pages, 3 pages. Au grand maximum 5 pages. Dans tous les cas, euh, l'employeur va passer 30 minutes environ à lire votre CV. Donc, plus il est long, plus il n'a pas le temps de le lire. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est qu'il se dit, bon, cette personne-là est bien soignée parce qu'elle a pris tout son temps pour rédiger tout ce CV-là. Ça veut dire que peut-être qu'elle a certaines qualifications. Il peut ne pas déclasser votre CV, il le met de côté et après, il va essayer de mieux lire ça encore. Mais toujours, je le répète, essayez de limiter vos CV à moins de 5 pages. Un CV de 2 pages, 3 pages maximum est largement suffisant. Alors, il faut, concernant vos expériences professionnelles ou vos expériences dans la vie, faut insister sur les expériences les plus récentes. Si vous faites sortir des expériences qui datent de plus de 10 ans, bon, ça ne justifie pas vos aptitudes actuelles. Parce qu'on s'est dit, bon, il le faisait depuis 10 ans, est-ce qu'actuellement il est capable de le faire encore? Ce n'est pas évident. Si vous dites que, bon, en matière d'informatique, j'ai conçu des applications en, en, en 2010, et voilà. Donc, cela veut dire que en 2010, vous étiez bon, mais ce n'est pas évident que en 2025, vous soyez toujours bon. Donc, il faut surtout insister sur vos expériences ou vos exploits euh, les plus récentes. OK, donc je vais marquer une petite pause pour que ceux qui ont de l'expérience dans la rédaction des CV puissent compléter, enfin, puissent intervenir, ou bien ceux qui ont des questions puissent les poser avant qu'on ne continue. Alors, donc, si vous voulez parler, il suffit juste de lever la main ou bien d'ouvrir votre micro et ça sera visible à mon niveau. Je ne vois pas de mains levées. Je ne vois pas de micro ouvert non plus. OK, on va continuer. Les questions vont venir peut-être plus tard. Alors, maintenant, il faut adapter votre CV au poste que vous convoitez. Donc, vous devez mettre en avant les expériences de travail ou les réalisations qui sont connexes au poste pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Voilà. Et pour vous aider, vous reprenez encore, vous avez vu l'offre de recrutement là où? Où est-ce que vous l'avez vu? Ah, vous l'avez vu dans un groupe WhatsApp. Prenez-le, relisez correctement. Et dans tous les offres d'emploi, tous les, toutes les offres, il y a toujours la description du poste. Va dire, bon, besoin d'un superviseur QHSE ayant de l'expérience dans la rédaction
des rapports, le suivi des travailleurs sur le chantier qui ont, qui savent, voilà, ils vont donner la description du type, du modèle de HSE dont ils ont besoin. Et quand ils le mettent, il faut pas penser que ça, ils le mettent pour le mettre. Non, c'est parce qu'ils en ont réellement besoin. Vous savez qu'à ISK, nous, on a déjà lancé plusieurs fois des, des, des offres de recrutement, que ce soit des HSE ou des secrétaires, des comptables. Mais quand on lance, on a peut-être une cinquantaine, une soixantaine. Et quand vous lisez souvent, à la rigueur même, c'est comme si c'est de la comédie. Oui. Vous allez parler, vous allez dire que vous avez besoin d'une secrétaire qui maîtrise la suite Office, Windows et tout ça. Vous allez voir un CV qui va montrer que oui, je sais faire les tresses, je sais tresser, je sais faire et la cuisine, je vais, voilà, donc quelque chose de totalement hors sujet. Donc, bref, tout ça, c'est pour dire que il faut toujours adapter votre CV au poste convoité. Voilà. Le poste que vous souhaitez là, c'est là-bas qu'il faut vraiment adapter votre CV. Donc, vous allez relire les exigences du poste, vous allez relire la description du poste et vous allez regarder les termes qui sont utilisés dans l'offre d'emploi. Oui. Donc, vous allez bien regarder tout ça parce que pour rédiger un CV, c'est pas aussi facile. C'est pas du tout difficile, sauf que il faut être méthodique, il faut être bien organisé. Sinon, vous allez toujours passer à côté et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui me manque pour réussir? Voilà, il faut faire aussi ressortir vos accomplissements, ce que vous avez déjà eu à faire. Et il faut le faire ressortir. Si vous avez une expérience de travail, c'est bon. Bien sûr que vous, beaucoup d'entre vous, plusieurs d'entre vous n'ont pas d'expérience de travail, mais le peu d'expérience que vous avez en matière de HSE, faites-le ressortir. Et il faut essayer aussi de quantifier vos réalisations. Ça veut dire, si vous dites par exemple que j'ai été responsable HSE d'une structure, oui, c'est mieux de mettre vraiment une structure où il y avait qui avait 200 employés ou bien 300 employés. Ça montre vraiment votre la charge de travail que vous avez eue. Mais si vous dites que vous avez été responsable d'une structure de santé, peut-être que dans la structure, il y avait juste 3 personnes. Voilà, donc il faut essayer de... Dans tous les cas, c'est avoir toujours en tête que il faut que j'arrive à convaincre l'employeur, le recruteur, que c'est moi le meilleur. Ce qu'il a énuméré, qu'il recherche là, il faut que je puisse le démontrer que c'est moi, je réponds à tous ces critères. Voilà, donc aussi, il faut pas trop exagérer dans votre CV. Si vous avez fait euh, certaines prouesses, oui, c'est bon, mais si vous partez exagérer, si vous avez fait votre formation en 2025 et vous dites que non, vous avez 10 ans d'expérience en HSE, bon, c'est un peu exagéré. Il va comprendre que non, c'est pas réel. Parce que vos documents montrent que vous avez été formé tout dernièrement. Et quand il va lire même la suite de votre CV, vous allez dire que bon, voici, vous étiez en train de faire tel truc, il y a 10 ans, il y a 5 ans, vous étiez dans tel service, ainsi de suite. Donc, ça va se ressentir. Et donc, il faut pas exagérer. Ensuite, pour le français, il faut vraiment utiliser les mots simples. Des mots simples
Et on demande d'utiliser les verbes actifs. Les verbes actifs, voici, j'ai cité quelques-uns, gérer, diriger, développer, augmenter, faire. Voilà, donc il faut utiliser. Et la personne qui lira votre CV n'est pas forcément la personne qui va vous embaucher. Non. Souvent, il y a ce qu'on appelle le screening qui consiste à trier d'abord les CV. On regarde, ah, est-ce que dans son CV, il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Dans ce que eux, ils disent. Par exemple, supposons que l'employeur veut une personne qui a une certification ISO 45001, une certification ISO 14001, une certification ISO 9001, plus un diplôme international NEBOSH, plus une formation ICAM, par exemple. Voilà, donc le screening va chercher d'abord pour voir, est-ce que celui-là, il a tout ça d'abord. S'il n'en a pas, on met son dossier de côté et on va trier les meilleurs. Maintenant, souvent, dans les meilleurs, on va trouver que, bon, ils ont tout ce qu'on a exigé, sauf que ils ne sont pas immédiatement disponibles ou bien ils sont, en tout cas, il y a des certaines lacunes. Donc, on peut revenir prendre le dossier de ceux qui n'étaient pas euh, qualifiés et encore refaire le tri tout en baissant les exigences. Alors, donc, il faut aussi, si c'est possible, si vous avez eu à faire du bénévolat, il faut le faire ressortir. Il faut faire sortir votre bénévolat. Et ça va démontrer à l'employeur ou au recruteur que vous êtes prêt à travailler même sans argent. Voilà, vous n'êtes pas accroché à l'argent et vous avez déjà eu à faire du bénévolat, et ce qui n'est pas mauvais. Euh, enfin, c'est vérifier vos coordonnées. Vérifier vos coordonnées parce que je me rappelle qu'il y a une personne que j'avais recommandée et pour une entreprise qui s'appelle BMS. Voilà, donc il a fait son CV, sauf qu'il a mis une mauvaise adresse. Une mauvaise adresse. D'abord, l'adresse, le mail n'était pas bon. Il a oublié certains trucs. Ensuite, le numéro de téléphone, il a oublié un chiffre. Un résultat, et il est là, il tourne. Je lui demande, mais écoute, qu'est-ce que tu continues à chercher? Ben, on t'a pas appelé? Que non, on l'a pas appelé. Et voilà, jusqu'à ce que on me dise que non, que ton protégé, son CV, on n'arrive pas à le joindre. Ouais. Donc, souvent, c'est très rare, mais il y a des moments où on n'arrive pas à joindre l'intéressé parce qu'il a mis une mauvaise adresse et une mauvaise adresse dans son CV. Alors, donc ça, c'est vraiment des points importants que vous devez vous assurer de mettre vraiment en exergue dans votre CV, dans votre CV. Alors, donc, je marque encore une petite pause et après ça, on verra ce qu'il faut éviter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bansé Abdraman, vous avez quelque chose, une expérience à partager avec nous? Cheikh Badini, Douamba Karine, Dauphiny Lucien Seni, Garamé Amadé, Ginette Kabore, Goka Kissi Angèle, Gigma Élysée, King Sore, Kwanda. Est-ce que quelqu'un a des expériences à partager avec nous? Je ne vois pas. Ah, enfin. Oui, Je monsieur suis. Légion. Oui, Oui, moi j'ai une expérience concernant par rapport au niveau de, comment on appelle, des coordonnées. oui. Voilà, je pense que une fois j'ai fait un CV comme ça et j'ai envoyé à une structure et pendant 2 à 3 semaines, bon, j'ai pas reçu d'appel. Et moi, après avoir fini mon CV,
je n'ai pas relu, je n'ai pas aussi regardé le numéro de téléphone. C'est vrai que mon adresse mail, il n'y avait pas de problème. Mais au niveau de mon numéro de téléphone, il y avait un souci. Je m'étais trompé à ce niveau-là. Et il a fallu que je me déplace même pour aller dans la structure en question pour comprendre pourquoi depuis lors là, on ne m'a pas appelé. Et c'est là-bas, c'est sur les lieux que j'ai constaté que mon CV, au niveau du numéro de téléphone, il y avait un souci. Donc, Voilà. bon, voilà, c'était pas vraiment simple. Et en ce moment, ils avaient déjà fini même les entretiens et consorts. Donc, moi, j'ai même pas eu la chance d'y participer. Donc, c'est vraiment inviter mes amis, mes frères de faire très attention, de relire, parce que c'est très important, surtout au niveau même des coordonnées. Oui. Parce que si le niveau n'est pas bon, que le recruteur n'arrive pas à te joindre, bon, c'est compliqué. Donc, c'est ce que je voulais partager en fait. Ok, merci beaucoup, Aimé. Voilà, donc c'est D'accord. vraiment très important, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de vérifier, vérifier, revérifier encore. Et on va voir que même dans l'adresse, votre adresse email là, il y a certaines adresses qui sont farfelues. Hein? Bon, on va revenir là-dessus. Et Monsieur Abdraman Bansé. Oui. Bonsoir à tous. Oui, C'est juste bonsoir. appuyer, c'est juste appuyer ce que le formateur vient de dire. Moi, par expérience, j'ai postulé dans un service 4 ans après. Ils m'ont appelé pour un entretien. Quand ils ont dit le nom du service, même, je ne me rappelais plus du nom du service. Quand la secrétaire m'a appelé, parce que ça faisait longtemps et vous savez qu'avant, c'est pas facile. On a tellement tapé de gauche à droite, passé dans plusieurs sociétés que quand on a dit le nom de la société, même déjà, je ne sais même plus c'était où leur bureau se trouvait. Je l'ai laissé le temps, elle a fini. Quand elle a fini, moi-même, je lui ai demandé des excuses pour savoir où était le bureau. Puis elle m'avait dit de passer le lendemain à 11 heures pour un entretien. Et quand elle a indiqué maintenant, bon, je me suis rappelé et je suis allé. Bon, quand on a commencé à lire pendant l'entretien, le CV qu'on était en train de lire, c'était un vieux CV déjà il y a 4 ans. J'ai eu d'autres diplômes, d'autres papiers après ça. Et je suis parti avec ça dans ma main. Et j'ai montré au recruteur en même temps, bon, que ça a évolué. Et ils m'ont dit de les remettre ça, je les ai remis sur place. Donc, c'est mon numéro de téléphone qui m'a sauvé, qui m'a permis d'avoir ce travail-là. Donc, c'est pour dire aux collègues que ceux qui aiment changer les numéros chaque année, là, c'est pas bon. Quand tu as un numéro, il faut vraiment le garder. Même s'il fait 10 ans, il faut toujours conserver le même numéro. Ça sauve. Un jour, on peut t'appeler grâce à ce numéro-là et ça va te porter chance. Et c'est mon tel, ça, ce fut l'un de mes premiers numéros que je n'avais jamais changé et qui était sur mon CV. Et grâce à ce numéro-là, j'ai eu un travail. Donc, c'était un peu mon expérience que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdraman Bansé. Merci beaucoup. Voilà, donc il faut vraiment mettre du sérieux. Je connais certaines personnes, tu vois, tu n'as pas d'emploi, tu es là, tu tournes et tu dis non, je ne décroche pas les numéros inconnus. Voilà. Hein? Oui, c'est peut-être bon, peut-être que tu as tes raisons, mais si tu as déposé tes dossiers avec et tu as mis un numéro, mais si on t'appelle là-dessus, celui qui t'appelle, c'est peut-être le recruteur qui veut avoir un entretien avec toi. Et tu dis, tu ne décroches pas les numéros que tu ne connais pas. Et pourtant, tu l'as mis sur ton CV. Donc, c'est souvent des insuffisances que nous avons et qui peuvent nous coûter tout un emploi. Ok, donc on va poursuivre. Ceux qui ont des questions, à tout moment, vous pouvez m'arrêter et poser votre question. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est souvent les adresses mail farfelues. Farfelues, voilà, c'est par exemple quelqu'un qui a son email qui, quoi, djangoledu@gmail.com. Bon, ça sonne pas bien pour quelqu'un qui est responsable. Enfin, ça ne fait pas, ça donne pas, ça n'incite pas à contacter une personne comme ça parce qu'on se dit n'est pas sérieuse, elle n'a pas fini de s'amuser et puis voilà. Donc, il faudrait que votre CV soit quand même, enfin, l'adresse courriel
Habituellement, c'est le nom, le prénom, ou bien le nom avec quelques chiffres, et puis c'est suffisant. Et souvent aussi, il y a des caractères, qu'on met, soit des étoiles ou des chiffres bizarres, 666, ou voilà, donc il faut essayer de soigner, de choisir judicieusement votre adresse courriel. Alors, les renseignements personnels superflus. Donc, il faut pas mettre les renseignements qui ne vont pas vous apporter un plus. Voilà, si vous mettez votre poids, votre taille, votre état civil et surtout vos croyances religieuses, vos opinions politiques ou tout autre personnel délicat ou controversé. Voilà, donc il faut les éviter et le fait de les éviter est un très bon moyen pour se prémunir contre les mises à l'écart arbitraires. Voilà, si vous dites que vous êtes protestant, par exemple, bon, le recruteur, peut-être qu'il a eu des mauvaises aventures avec un protestant, et le fait de le voir déjà, ça suffit pour qu'il mette votre dossier à l'écart, de façon arbitraire, sans autre forme de procès. Oui. Donc, il faut les éviter. Si vous pensez que ça ne va pas vous apporter un plus, inutile de le mettre. Alors, la photo aussi, il y a des photos où les gens prennent avec des grimaces, avec un large sourire, ou bien avec une mine très serrée, ou surtout dans la gente féminine, on les voit souvent avec les mèches qui sont comment? Débordent un peu. Voilà, donc il faut essayer de les éviter. Oui, si vous pouvez avoir votre accoutrement comme vous voulez, mais sur le CV, ce que moi je conseille aux gens, moi je conseille particulièrement de mettre des photos ordinaires en tenue de travail, ça veut dire vous portez votre casque et le gilet. Voilà, ça montre déjà que je suis prêt pour aller sur le terrain. Ça montre déjà que j'ai déjà travaillé au moins dans ce domaine et que j'ai eu ça. Et ça montre que je suis fier. Je suis fier de porter le casque et le gilet. Ouais. Oh, si vous êtes HSE et puis vous portez un petit débardeur avec les bras qui se lèvent, voilà, c'est pas trop intéressant. Ça peut, bien sûr que le fait si on écarte votre dossier à cause de votre apparence dans la photo, ce n'est pas normal. Sauf que vous ne serez pas à côté du recruteur pour lui dire que ce n'est pas normal qu'il écarte votre dossier. Donc, pour éviter cela, il faut prendre des photos simples et le buste, vous mettez juste le buste et la poitrine, la tête et la poitrine uniquement et un gilet, peut-être un casque et c'est tout. Alors, donc, les longues listes interminables, donc, pour faciliter la lecture de votre CV, voilà, et il faut pas dépasser 10 ou 15 puces par énumération dans chacune des sections ou des sous-sections. Voilà, si vous dites par exemple les loisirs et vous commencez à citer que j'aime le basketball, j'aime la natation, j'aime le vélo, j'aime les animaux, j'aime la promenade en campagne et vous citez sans fin, ça ne va pas vous arracher des points, mais ça va prendre beaucoup plus de temps à celui qui examine votre CV. Ça va lui prendre beaucoup plus de temps de lire ça, alors qu'il y a les bonnes informations que vous voulez qu'il lise et finalement, il n'aura pas le temps de voir ces points-là. Donc, et les pronoms personnels, voilà, il faut les éviter aussi. Sauf pour la section sommaire, il faut éviter les pronoms personnels tels que je, moi ou mon, voilà.
Et il faut rédiger votre CV de manière impersonnelle et en utilisant autant que possible les verbes à l'infinitif. Alors, juste des tâches, le titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui l'accompagnent. Plutôt que d'énumérer les tâches que vous avez eu à faire, il faut mettre en valeur ce que vous avez accompli en donnant un caractère personnel à vos responsabilités et en fournissant des exemples concrets. Et les affirmations vagues et imprécises, ça, on en a déjà parlé. Et il faut vous abstenir de faire des affirmations qui ne veulent rien dire et qui ne soulignent pas votre contribution réelle. Hein. C'est des énoncés vagues tels que responsable, un exemple, hein, responsable de l'amélioration et de l'efficacité et de l'économie des coûts. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il faut essayer euh, de dire réellement ce que vous faites. Il faut dire, par exemple, que bon, j'étais responsable qualité pour m'assurer de la conformité des produits. Ensuite, j'ai géré l'économie pour équilibrer les dépenses et les recettes afin que l'entreprise se porte mieux. Voilà, donc il faut essayer d'aller un peu plus dans les détails. Alors, les motifs de départ, ça aussi, on en rencontre beaucoup et je vous assure que c'est très désagréable, très, très, très désagréable. Alors, donc, l'objectif premier de votre CV est de promouvoir vos compétences, vos expériences et vos réalisations. Votre CV ne devrait pas vous montrer sous votre meilleur jour. Non, votre CV devrait vous montrer sous votre meilleur jour. Il ne devrait donc pas inclure des motifs de démission ou de congédiement. Ces motifs, quels qu'ils soient, n'ajoutent aucune valeur à votre candidature. Alors, donc, souvent, on va voir des gens, euh, j'ai dû quitter cette entreprise parce que le directeur me faisait la cour. Voilà. Ou bien j'ai dû quitter l'entreprise parce que il y avait des arriérés de paiement et voilà. J'ai dû quitter cette entreprise parce que je travaillais, il y avait beaucoup à faire avec un petit salaire. Donc, quand vous le dites, ben, faut vous dire que celui qui veut vous recruter aussi a peur et celui que le jour que vous quittez, vous allez aussi l'attaquer dans vos documents officiels. Donc, il faut éviter vraiment de le faire, de donner les motifs de vos départs, de dénigrer quelqu'un. Et même si c'est à l'entretien, il faut éviter. Et voilà. Vous êtes parti, par exemple, bon, parce que il y avait une compression, donc on n'avait pas le choix, on devait partir. Bon, je suis parti parce que je voulais mieux apprendre encore et voilà. Donc ça, c'est des motifs qui sont relativement acceptables. Alors, les références, habituellement, la mention des références requiert l'approbation de l'intéressé. Voilà, si vous voulez mettre quelqu'un, le nom de quelqu'un comme personne de référence, il faudrait informer à la personne d'abord que bon, je veux postuler à telle offre d'emploi, mais je veux mettre votre nom comme personne de référence. Si la personne accepte, oui, là, vous pouvez mettre. Mais si vous mettez ça à son insu, vous vous dites que non, ah, ils vont jamais l'appeler. Mais les gens, ils appellent. Rien que la semaine passée, on m'a appelé pour quelqu'un qui est à BKE, qui travaille à BKE et qui doit aller à Bissa, à la mine de Bissa. Et on m'a posé pas mal de questions sur lui. Voilà. Donc, heureusement qu'il m'avait dit, il m'avait déjà informé, et puis voilà. Donc, tant qu'on n'informe pas, si on ne m'informe pas, ben, on va me dire que bon, il y a monsieur Ouedraogo Tassere qui a mis votre nom comme personne de référence et nous voulons en savoir un peu plus sur lui. Vous dites Ouedraogo Tassere, non, je ne connais pas Ouedraogo Tassere. Vous voyez, c'est déjà désagréable, ça peut déjà conduire à mettre votre dossier de côté. Alors, on a d'autres points.
qu'il faut éviter, certains loisirs et les passe-temps. Donc, il faut être prudent à propos de vos loisirs en raison du jugement négatif que l'employeur potentiel pourrait en faire. Si vous lui dites que, bon, j'aime naviguer sur Internet, j'aime WhatsApp, j'aime les boîtes de nuit, ainsi de suite, ben, il va se dire, ben, celui-là, là, veut toujours s'amuser. Ou bien, si je le recrute, ben, il va passer son temps sur TikTok et sur WhatsApp, il ne va pas travailler. Donc, pour les loisirs, il faut être un peu prudent. Maintenant, si vous avez euh, des loisirs connexes au poste, il ne faut pas hésiter à le faire. Si, par exemple, on dit, bon, on vous prend comme community manager. Community manager, quelqu'un qui va faire la publicité sur les réseaux sociaux. Et vous dites que vous aimez WhatsApp, vous aimez, oui, ça c'est un point fort parce que c'est ce qu'on recherche. Plus vous allez naviguer, vous allez euh, 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 partager les informations enfin, de la boîte, de l'entreprise et ça peut vous donner des points. Au cas contraire, il ne faut pas en faire cas. Alors, la gestion des émotions, la gestion des émotions. Voilà, donc certaines personnes essaient de se faire pitié ou malheureux dans leur CV. Ah, mon père est mort, je suis issu d'une grande famille, je suis orphelin de père et de mère, je viens de perdre mon arrière-grand-père. Voilà. Donc, ces personnes-là pensent que, bon, en disant ça, ça va faire pitié et on va les recruter. Mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Parce que l'employeur recherche la qualité pour le poste qu'il veut. C'est la qualité qu'il cherche. Il cherche une personne qualifiée pour le poste. Si vous faites pitié que vous avez perdu votre père et votre mère, il peut vous appeler, vous dire, venez prendre 25 000 francs, vous allez aller manger. Mais il ne va pas vous embaucher parce que si vous n'avez pas les qualifications, il ne va pas vous embaucher. Donc, il faut savoir gérer les émotions, il ne faut pas raconter du n'importe quoi, pensant que et ça va attirer l'attention de l'employeur qui va vous garder malgré lui. Non, l'employeur a toujours besoin d'une personne qualifiée et non pas, et il ne recrute pas pour faire, parce qu'il faut recruter. Non. Alors, donc ça, c'était les quelques points que je voulais partager avec vous. Et bien sûr que il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a beaucoup d'autres éléments. D'abord, oui, Monsieur Dansé. Oui, moi je voulais poser une question. Oui, allez-y. Je voulais savoir pour quelqu'un qui a travaillé dans plusieurs sociétés, est-ce que c'est obligatoire de mettre les motifs de départ Non, pas dans du tout. le CV? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il est conseillé de ne même pas mettre. Sauf si on vous le demande expressement, inutile de mettre ça. Merci, c'était ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre le motif de départ. Concentrez-vous sur ce qui est en train de venir et concentrez-vous sur comment vous allez démontrer à l'employeur que s'il vous retenait, il aurait fait une bonne affaire en vous retenant. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est passé, inutile de vouloir revenir là-dessus et donner des justificatifs. Oui, Monsieur Mandé. Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question. Oui, allez-y. Quand vous avez parlé de l'état civil dans les rubriques à éviter, Oui. c'est concrètement quoi? Puisque civil s'agit de CV pour des gens et vous faire ressortir la date, le lieu de naissance, et le nom, prénom de la personne. Les renseignements personnels, c'est bien ça? Parce que je vous entends très faiblement. Oui, oui, c'est les renseignements personnels là.
Oui, voilà, il faut éviter tout renseignement personnel tel que le Mhm. poids, la Oui. taille, Mhm. l'état civil Mhm. et vos croyances religieuses, Mhm. vos opinions politiques Mhm. ou toute autre information personnelle, délicate ou controversée. Si vous êtes Voilà. polygame, faut pas dire que vous êtes marié à deux femmes, ça ne sert pas du tout. Si Mhm. vous êtes du CDP ou c'est du MPP, inutile de le mettre là-bas. Si vous êtes musulman ou non, ne mettez pas ça. Votre taille, Mhm. votre poids, et tout Oui. ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas vous le mettre. Il ne faut pas les mettre. Non, Et le fait de ne non. pas le mettre, on dit c'est un très bon moyen de vous prémunir contre les mises à l'écart arbitraires. Arbitraire, c'est quoi? Ça veut dire sans explication. Et lorsque vous les mettez, si quelqu'un voit, par exemple, que vous dites que vous êtes animiste, il peut déjà écarter votre dossier tout simplement parce que vous l'avez mis. D'abord, ça ne va pas vous apporter des points, mais le fait de le mettre aussi, euh, ça peut conduire à la mise à l'écart arbitraire de votre dossier. Ok. Voilà, mon problème, c'est état civil. Oui. L'état civil, c'est concrètement quoi? La Non, l'état situation. civil, c'est chose, la situation matrimoniale. Ok. La situation matrimoniale, oui, si vous êtes marié, tout court, ça va. Mais si vous mettez marié à deux femmes, bon, polygame, ou ainsi de suite, non, là, c'est pas du tout Ok, mais intéressant. on peut mettre le lieu et la date de naissance de Bien la sûr, ça, personne. c'est obligé de mettre la date de naissance. Le lieu, c'est pas Mhm. obligatoire, mais la date de naissance, ça va montrer à l'employeur que vous êtes Mhm. encore très jeune et que vous pouvez rester dans son entreprise encore pendant 20 ans, par exemple. Ou bien Ok. vous avez encore la force pour, voilà, faire ceci, cela. Donc, il a toujours besoin de votre de votre date de naissance. Mais Ok. l'état civil qui n'est pas agréable, c'est lorsque vous dévoilez vos conditions familiales. Et... Oui, monsieur Dauphiné. Attendez, Euh, monsieur Dauphiné. Oui, oui, euh, Mandé. oui, monsieur Mandé. Est-ce Voilà, je que vous on parle. s'est compris? J'ai répondu à votre question? Oui, j'ai compris. Oui, Voilà, maintenant, je voulais aussi demander, parce que souvent, il y a des gens qui demandent à ce qu'on mette des personnes de référence. Bon, comme oui, des personnes, comme des couvertures, quoi. tout à fait. Oui. Donc, j'ai été témoin d'un cas où l'intéressé a été injoignable et c'est sa couverture qu'on a appelée Oui, pour qu'il allait faire l'entretien. ok, Donc, je pense que ça aussi, de temps en temps, ça peut arranger, puisque souvent, il peut y avoir des problèmes de réseau et tout. Donc, s'il y a une personne en couverture, un proche qui peut mettre son numéro de téléphone ou quelque chose comme ça, pour qu'on le contacte en cas de problème à son niveau. Donc, ok. ça, c'est juste, voilà. D'accord, Ok, d'accord, bon. d'accord. Ouais, votre réseau n'est pas très bon. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas très bien entendu Monsieur Mandé, il disait que le fait de mettre les personnes de référence est intéressant parce que si on n'arrive pas à vous joindre, souvent on peut appeler votre personne de référence et pour que la personne vous informe que vous êtes convié à un entretien, par exemple. Donc c'est toujours très intéressant et de mettre toujours les personnes de référence. Et souvent, on ne le spécifie pas dans l'offre de recrutement, il y a certaines personnes qui mettent quand même les personnes de référence, même si on ne demande pas. Souvent, on peut dire, bon, envoyez votre CV et avec
3 personnes de référence. Mais souvent, on ne fait pas cas de ça. Mais c'est là, vous pouvez néanmoins mettre une personne ou 2 personnes de référence. Ça montre que il y a des gens qui sont prêts à témoigner que vous êtes, que vous êtes, que vous êtes excellent dans ce que vous faites. C'est Guigman qui est en train de tracer sur mon écran là. Ouais, Monsieur King Sore. Voilà, merci, formateur. Oui. Voilà, moi j'aimerais savoir si la situation matrimoniale n'est pas obligatoire. Est-ce obligatoire ou pas? Ok, Et merci. Oui. secondo, tu vois, souvent on demande le CV en anglais aussi. On voit souvent des offres d'emploi où on demande le CV en français et en anglais. Souvent, vous savez que c'est pas tout le monde qui maîtrise l'anglais. C'est vrai que on peut traduire, mais souvent il y a des erreurs aussi. C'est pas simple. Merci. Ok, d'accord. Merci, merci, merci. Euh, D'abord, la situation matrimoniale sur le CV n'est pas obligatoire. La situation matrimoniale, c'est fait partie des dossiers, des informations confidentielles de l'individu. Donc, il peut le dévoiler comme il peut ne pas le dévoiler. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire. On peut le mettre si on veut, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Alors, deuxième question, vous avez parlé du CV en français et en anglais. Oui, et il y a beaucoup de cas où on demande ça comme ça. C'est tout simplement parce que si on exige, si dans les exigences, on dit il faut pouvoir parler l'anglais, parler couramment l'anglais, en ce moment, le fait de vous dire de rédiger votre CV en français et en anglais, c'est déjà un premier test pour voir si vous êtes bon en anglais. Si vous ne pouvez pas rédiger votre CV en anglais, ça veut dire que vous n'êtes pas bon pour le poste. Vous n'êtes pas bon pour le poste et voilà. Donc, je sais que dans le groupe dans lequel nous sommes actuellement, attendez que je vois Monsieur Kenterboom, que j'ai appelé à plusieurs reprises, il ne répondait pas. Voilà. Donc, et il y avait une offre qu'il devait postuler, On lui a dit de faire son CV en français et en anglais. Voilà, il a fait, il a déposé. Ben, je sais pas, j'ai pas suivi la suite. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est une façon de vous dire que bon, si vous êtes retenu, vous allez parler l'anglais. Vous allez parler l'anglais et dans le service, plusieurs personnes parlent l'anglais. Il faut que vous soyez apte à vous exprimer en anglais. Donc, en fait, c'est ça. Ok, King merci Souris. bien, formateur. Oui, Merci. c'est bien répondu. Et j'aimerais, si toutefois, et on finit vite la formation de ce soir, si on peut aborder la partie entretien, voilà, ça serait formidable. Ok, d'accord. Pas de problème. Monsieur Guigma Élisée, à la main levée. Oui, Guigma, bonsoir, oui. formateur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ah, d'accord. Ma question, c'était sur la photo du profil. Oui. Est-ce que c'est obligatoire? Ok, On est obligé merci. de... Mhm. Voilà, donc la photo de profil n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. Mais le fait de mettre la photo peut vous donner peut vous donner un peu plus de points. Supposons si vous avez 10 CV, vous regardez les CV, il y a 5 qui ont des photos, les 5 n'ont pas de photos. Ceux qui ont des photos, quand vous regardez, vous savez à peu près de qui il s'agit et ainsi de suite. Mais là, l'endroit où il n'y a pas de photos, c'est comme si vous ne communiquez pas. Parce que quand vous prenez la photo de quelqu'un, ben, c'est comme si vous regardez, vous communiquez déjà en silence.
Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas obligé de mettre la photo, mais le fait de mettre la photo, ça peut vous donner plus de points, ça peut vous donner un peu plus de points. Sauf que si vous n'êtes pas sûr de mettre une photo qui respecte vraiment qui est bien prise, qui respecte quand même certaines valeurs, en ce moment, il est préférable de ne pas mettre. Et il y a des postes où on va exiger de fournir une photo de vous, une photo complète, une photo une photo totale, une photo de tout votre corps, du pied à la tête. Oui, il y a des offres où on demande une photo de ce type. Oui, mais dans la plupart du temps, on ne demande pas. Parce que imaginez par exemple, si on a besoin d'un HSE pour, par exemple, suivre les travailleurs lors de leur travail en hauteur, lors de leurs activités en hauteur. Alors, on suppose que le HSE doit pouvoir monter aussi. Donc, souvent, quand il n'y a pas la photo, on se dit, bon, est-ce que celui-là, peut-être qu'il est handicapé, peut-être que, voilà. Cela ne veut pas dire que quand on est handicapé, on peut pas être, quand on est handicapé moteur, on ne peut pas être HSE. Non, on peut bien être HSE, mais c'est naturellement qu'il y a certains travaux que le handicapé ne pourra pas faire, genre monter en hauteur pour surveiller les gens, genre descendre, prendre les escaliers, les échelles et ainsi de suite. Voilà. Donc souvent la photo aussi euh, peut aider, peut aider. Et souvent aussi, il y a certaines personnes qui sont assez obèses, très obèses, grosses, très grosses. Et souvent, on se dit, bon, cette personne-là, est-ce qu'elle peut faire le travail parce que si c'est contraignant, s'il faut marcher vite, s'il faut monter sur des échelles, des escaliers à longueur de journée, ces personnes ne pourront pas. Donc, le fait de fournir votre photo, c'est une façon de dire à l'employeur que regarde-moi, je suis bien, je peux faire tout le travail que tu veux. Si c'est pour courir, c'est pour faire ceci, cela, je suis apte à le faire. Voilà. Donc, la photo peut vous donner un peu plus de points, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la photo. D'accord, d'accord. Vraiment, merci. Allô? Oui, je vous entends très bien. OK, merci beaucoup, Monsieur Guigman. Bon, pour terminer, je voulais poser une dernière question. Oui, allez-y. J'ai fait une formation sur l'autonomisation des tâches en intelligence artificielle. OK. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que pour écrire le CV avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça pourrait être bien ou bien ça pourrait impacter négativement aussi le CV? Merci. Bon, ça, à vrai dire, moi, l'intelligence artificielle, je l'utilise, mais pas vraiment pour... Par exemple, lorsqu'on va finir cette réunion, j'ai lancé l'intelligence artificielle et il y aura un résumé qui sera fait que je vais partager avec vous. Mais pour les CV, je pense qu'il serait préférable de le faire vous-même et de ne pas chercher. Parce que l'intelligence artificielle, en réalité, c'est quoi? Ça va aller prendre ça va fouiller sur le net, prendre des profils qui ressemblent à vous et essayer de les agencer pour que vous puissiez soumettre. Non, je préfère pour un document de 2 pages, que vous le faites naturellement, pas besoin d'intelligence artificielle. Ça, c'est selon moi. Maintenant, si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec l'intelligence artificielle, ben, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais généralement, si vous le faites aussi, ça peut être, on peut le savoir. On peut savoir que bon, ça ne vient pas de vous, mais ça vient d'une machine. Voilà. D'accord, d'accord. Vraiment, merci. Donc, faut rédiger ça vous-même. Le fait de rédiger vous-même, relire, changer un mot par-ci, changer une phrase par-là,
et ça va vous faire beaucoup plaisir, ça va vous faire beaucoup de bien. Oui, monsieur Séni Dauphiny. Bonsoir, formateur. Oui, bonsoir. J'ai une question. J'avais une autre question, mais ça a été répondu. Maintenant, la question que j'ai envie de poser actuellement, c'est euh, concernant donc les éléments de base euh, que le recruteur regarde en premier lieu sur un CV. Vous avez parcouru un certain nombre de choses, mais si vous pouvez revenir un peu sur ça. Merci. Ok, d'accord. Euh, j'ai envie de vous dire que le prochain élément qu'on va voir va porter là-dessus, mais je vais répondre quand même à votre question. Alors, je vais partager un exemple de CV que